Quand j'étais gamine, je voyais des choses autour des personnes sans savoir du tout de quoi il s'agissait. Quand j'en ai parlé donc à mes parents, ils ont commencé à s'inquiéter puis à se dire elle a des problèmes de vision. On est allé voir les spécialistes, ophtalmologues, etc. Enfin, toutes les personnes dans le domaine qui n'ont évidemment rien trouvé. Parce que ce que je voyais, c'était des halos, des couleurs, ce que maintenant je peux connaître comme forme pensée, donc des tas de signes qui étaient particuliers, mais moi je n'avais pas de code à l'époque. Et puis il s'est passé plusieurs choses dans ma vie, et à un moment donné, étudiante, une chose importante qui a été un virage dans mon histoire et dans ma vie, c'est que donc j'étais allongée sur mon lit, c'était une après-midi, sans drogue, sans quoi que ce soit. Et tout d'un coup, en quelques secondes, je me suis vue hors de mon corps physique. Et forcément, j'ai eu un choc. Le choc de me dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que je suis morte? C'est la première idée que j'ai eue, c'est est-ce que c'est ça la mort et est-ce que je suis morte? De voir mon corps physique allongé sous moi. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je pense... Et rien que de me dire ça et de me poser la question, est-ce que je suis morte? Je suis rentrée dans mon corps physique à nouveau. Donc ça a duré que quelques secondes, mais le temps s'étire quand on est hors de son corps physique. Donc on ne peut pas comparer les secondes qu'on passe physiques et les secondes qu'on passe hors du corps physique. Tous les sens sont décuplés et au lieu d'être dans un flou, au contraire, c'est quelque chose de très net. Et tous les atomes de la matière vibrent d'une façon étonnante. Tout est illuminé, tout vit, tout bouge. Et c'est là où je me suis rendu compte que la matière n'était pas de la matière, que tout contenait de la vie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de se dire, mais non, il n'y a pas une chose qui puisse être considérée comme morte, ça n'existe pas. Je vous dis, et bien d'autres pourront le confirmer, lorsque l'on vit quelque chose comme ça, c'est imprégné en nous de telle sorte qu'on ne peut pas l'oublier, qu'on ne peut pas dire c'est un rêve. Bien sûr qu'on rêve toutes les nuits, c'est une fonction physiologique d'équilibre, mais aussi la nuit, la plupart des gens partent, voyagent dans différents plans, et pourquoi pas dans le cosmos aussi, pour ceux qui ont leur conscience, qui peuvent s'ouvrir à ces niveaux-là, vivent des choses, font des rencontres, sont enseignés, et le matin, ils ne se souviennent plus de rien, parce que bon, il y a les barrages de la dimension 3. Et je me souviens d'une expérience qui était assez marrante, c'est l'expérience avec un film. C'est-à-dire qu'il y avait un film qui venait de sortir aux États-Unis, c'était Les Dents de la Mer à l'époque. Bon, j'étais étudiante et puis je me suis dit, tiens, je vais aller me projeter la nuit, puisqu'il y avait le décalage horaire, c'était bien. Je vais aller me projeter dans un cinéma américain et puis voir ce film. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée donc au milieu des spectateurs en train de regarder le film. Et quand je suis revenue dans mon corps physique, j'ai pu raconter à des amis très proches, parce que bon, on parlait peu de nos expériences à l'époque, à l'extérieur, parce que bon, qui aurait compris? En tout cas, c'est ce qu'on se disait. Et nos amis, on leur a raconté des détails des Dents de la Mer qui, lorsque le film est sorti, se sont avérés tout à fait réels. Ça a duré pendant 7 ans, on a appris à se servir de ce deuxième corps. Comme un enfant qui apprend à marcher, mais avec plus de temps. C'est-à-dire reconnaître les plans dans lesquels on arrivait, reconnaître les différentes dimensions, reconnaître ces plans subtils qu'on ne voit pas, mais qu'on voit quand on est hors de notre corps physique. On pouvait voyager à la vitesse de la pensée. On pensait à un lieu, on y était instantanément. Ensuite, on pouvait rencontrer qui on voulait ou d'autres personnes qui étaient sur le même plan que nous. On s'apercevait que la nuit, il y a beaucoup de personnes qui étaient hors de leur corps physique, et qui elles aussi voyageaient et qui ne s'en souvenaient pas forcément. Lorsque je suis hors de mon corps physique, en général, surtout les premières fois, je vois mon corps physique en dessous de moi. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable en fait, parce qu'on a un cerveau, on a l'impression qu'on pense avec ce cerveau. Ben non, mon cerveau est resté dans mon corps physique. Donc qu'est-ce qu'il pense? C'est autre chose. C'est pareil, je continue à avoir des sensations, des émotions, des sentiments. Et c'est pas mon cœur physique qui aime en tout cas. Je continue à avoir des sens, à sentir. Au contraire, mes sens sont décuplés, donc je sens mieux, je vois mieux, et j'ai pas mes yeux physiques. Et c'est là où tout d'un coup, j'ai réalisé que en fait, le corps physique est une enveloppe, que les organes, ce sont des transmetteurs, si on veut, qui servent de pont, mais que la vie réelle, elle n'est pas dans ce corps physique. C'était comme si le bruit me poussait
Et finalement, je suis sortie par le haut de ma tête. Dans cet état, j'avais une vision extrêmement claire de la situation. J'ai entendu une voix de femme. Je crois que c'était la voix de ma cardiologue. Et la voix disait que mes veines et mes artères étaient trop étroites pour évacuer le sang. Je ne suis pas restée là très longtemps. J'ai soudain senti une présence. Et quand je me suis retournée, j'ai vu un minuscule point lumineux. Il semblait très très éloigné. Et quand je m'en suis approchée, j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Je suis aussitôt allée vers elle, et plus je me rapprochais de la lumière, plus je commençais à voir des gens que je reconnaissais. Je suis arrivée à mon corps, et je l'ai regardé, et franchement, il avait l'air d'une épave. Il avait l'air de ce qu'il était, mort. Et je n'ai plus voulu y retourner. Nous avons les enregistrements médicaux du moment où cette expérience de mort imminente s'est produite. Cela nous permet de répondre à des questions telles que l'expérience de mort imminente est-elle déclenchée par une crise du lobe temporal ou par une certaine activité électrique dans le cerveau? Eh bien, la réponse est non. Parce que les ondes cérébrales étaient plates et que le tronc cérébral était inactif au moment précis où cette expérience a eu lieu. Tout semble suggérer que notre monde physique n'est que la surface d'une réalité infiniment plus profonde, comme la surface de l'océan sur laquelle nous flottons avec nos bateaux. Mais il y a un océan infiniment profond de réalité en dessous dont nous ne savons rien. Nous commençons seulement à l'explorer de plus en plus profondément. Je pense que si l'on rapproche tous les récits de personnes qui ont eu une expérience de mort imminente, on aboutit presque forcément à la conviction qu'ils sont des témoignages d'une autre réalité. On s'attendrait, en tant que médecin, à ce que le cerveau se déconnecte dans ces situations, à ce qu'il ne produise plus qu'un blackout ou des hallucinations confuses. Le fait qu'il ne le fasse pas et qu'au contraire il accomplisse des choses très complexes, allant jusqu'à des perceptions extrasensorielles, jusqu'au jugement de sa vie passée, nous montre que le cerveau veut nous dire plus que simplement « c'est l'heure de tirer le rideau ». Le cerveau et l'expérience elle-même indiquent qu'il peut y avoir une vie après la mort, et l'expérience de mort imminente nous prépare en quelque sorte à cette vie après la mort. C'est là où on peut se dire, mais en fait la mort c'est quoi? On quitte une enveloppe qui nous a servi pendant toute une vie et qu'on honore pour ce qu'elle est évidemment, dont il faut prendre soin parce que c'est ce véhicule qui nous permet de faire des expériences dans la matière, parce qu'une fois que je suis hors de mon corps physique, je traverse le mur, je traverse les personnes, donc ça veut dire aussi que je ne peux plus les contacter physiquement. Que si moi je veux leur parler, que si elles ne me voient pas, eh ben, ce contact ne peut se faire qu'à travers mon corps physique. Sauf si c'est quelqu'un qui a une vision subtile. Ce qui se passe, c'est que donc, il m'est arrivé donc, évidemment de suivre des personnes jusqu'à leur mort et après. Ce qui se passe souvent, c'est que la personne, alors ça dépend si elle meurt d'une mort violente. Dans ce cas-là, elle ne s'aperçoit même pas qu'elle est morte. Quand on voit Ghost, par exemple, dans le film, c'est exactement ça. Je veux dire, il meurt parce qu'il est assassiné, il continue à courir après son assassin. Molly? Molly, you got... Somebody help us! Hold on, baby. Somebody's gonna come. You're gonna be okay. Parce que quand c'est violent, il n'y a pas une grosse différence, on ne s'aperçoit pas qu'on est mort. Donc jusqu'à ce que tout d'un coup, il se souvienne comment il est mort. Et à ce moment-là, il peut quitter le plan physique. Mais je veux dire, là, ça serait vraiment une explication plus longue à apporter parce que les entités, il y a des entités qui restent un peu plus accrochées à la Terre, pas seulement pour guider,
mais parce qu'elles n'ont pas fini de faire ce qu'elles voulaient faire, ou de donner un message, ou qu'elles n'ont pas été enterrées comme elles auraient voulu, ou parce qu'elles sont attachées à quelque chose, par exemple à une situation qu'elles aimeraient voir se dénouer, ou parce qu'elles aimeraient aider quelqu'un. Donc effectivement, à ce moment-là, elles vont rester un peu plus sur Terre. Mais quelqu'un qui meurt, par exemple, d'une longue maladie, il sait qu'il est malade, il sait qu'il va mourir. Donc dans ce cas-là, pour lui, c'est plus facile de considérer qu'il est mort. Et à ce moment-là, il peut se passer plusieurs choses. Ou la personne va sur le plan qui correspond à son âme, et à partir de là, elle peut revenir régulièrement pour aider, servir de guide aux gens qu'elle aime. Mais elle va continuer son voyage quand même. Hein. Je veux dire, elle part. Parce qu'elle n'a aucune raison, je veux dire, de rester sur place. Sauf si elle n'a pas fini ce qu'elle avait à faire et si elle veut donner un message qu'elle n'a pas pu donner. Là, effectivement, elle peut rester encore accrochée. Ou si elle a des, comment on appelle ça, des dépendances à l'argent, à la drogue, à l'alcool. J'ai déjà vu des gens alcooliques, morts, accrochés à des personnes qui buvaient pour ressentir un peu ce que ressent la personne quand elle est en train de boire. Donc il peut y avoir ça aussi. Mais c'est difficile d'en parler en quelques mots parce qu'il y a tellement de cas, tellement d'histoires différentes. Après, vous avez des histoires de fantômes, vous avez des histoires de gens qui restent parce qu'ils sont attachés à un lieu ou parce qu'ils sont en colère contre quelqu'un. Souvent, ce sont des personnes qui ont du mal à quitter la Terre, mais en même temps, c'est pas leur lieu, c'est plus leur endroit. Elles ont des choses tellement belles à découvrir que c'est effectivement vraiment dommage qu'elles restent là. Donc c'est important de leur dire, mais non, il y a des gens qui vous attendent, que vous avez aimés, et qui sont là, qui vous attendent, ne restez pas là. Ne vous inquiétez pas, quoi. Il y a autre chose que ça. Alors on se demande effectivement pourquoi est-ce que des gens comme moi, on peut voir des choses subtiles, même dans notre corps physique, je peux voir par exemple, pas forcément en permanence, même pas du tout en permanence, c'est quand je me branche pour quelque chose de particulier ou quand un être veut me parler ou communiquer avec moi, mais je ne suis pas une médium. Hein. Donc, alors par contre, pourquoi moi je le vois, pourquoi d'autres ne le voient pas? Parce que les êtres humains, notamment en Occident, n'ont pas l'habitude de développer leur sens subtil. Ils ont l'habitude d'être, je ne dirais pas cartésiens, mais de croire en ce qu'ils voient avec leur sens physique ou d'entendre ce qu'ils entendent avec leur sens physique. Je vous rassure, j'ai été tout à fait normalement déformé et formaté par mes études médicales matérialistes. Et je vous assure qu'il y a quelques années d'ici, je n'aurais jamais pensé parler des esprits à un congrès de médecine quantique. Mais c'est vrai que leur existence et leur capacité à interagir avec nous sont confirmées maintenant par des travaux scientifiques modernes et semblent tout à fait compatibles avec la vision quantique de l'univers. Les esprits sont aussi réels que vous et moi et existent dans une réalité aussi réelle que notre réalité ordinaire, quotidienne. Et les esprits ne sont pas imaginés au sens d'un simple fantasme, ni inventés. Ils sont juste perçus par d'autres canaux que la façon par laquelle nous percevons notre réalité matérielle habituellement. On peut dire d'ailleurs que ce qu'on appelle notre réalité consensuelle, c'est le produit d'une transe collective, d'un accord inconscient et non dit, par lequel notre groupe culturel particulier a choisi de croire en une organisation particulière de la réalité. Il est temps d'arrêter de croire que seul l'état ordinaire de conscience, c'est-à-dire notre transe habituelle, cet état rétréci, aplati de conscience, soit le seul à pouvoir réaliser des observations fiables, reproductibles et réelles. Alors qu'en fait, cet état de conscience ne permet qu'une perception appauvrie de la réalité. Ma fonction, c'est aussi d'éveiller, mais pas simplement de montrer aux gens qu'il y a autre chose que les sens physiques ou que la matière physique. C'est évidemment ça, parce qu'une fois qu'on a compris ça, on est complètement différent. Je veux dire, les problématiques n'ont plus la même importance, la vie n'a pas le même relief, on ne croit plus aux mêmes choses et je veux dire, la relation humaine est complètement différente. Donc déjà, c'est extrêmement important. Je dirais que c'est aussi de montrer aux personnes qu'en eux, il y a toutes ces possibilités, que ces possibilités, il suffit de les réveiller. Les personnes, en même temps, elles ont dit, mais en fait, vous dites avec des mots ce que nous, on ressent intérieurement. Donc ça veut dire que quoi? Il y a
les gens ont vécu des vies et des vies. Moi, au départ, quand j'ai vécu ces expériences, je n'étais pas forcément quelqu'un qui croyait à la réincarnation. C'était une possibilité, point. Et puis, je veux dire, j'étais étudiante, j'avais pas fait beaucoup de recherches dans le domaine. Hein. Mais après, c'est devenu une évidence. Quand j'ai vu des êtres s'incarner, quand j'ai vu des êtres partir, ce qui se passait après leur mort, et là où on a rencontré le guide, donc, qui est toujours mon guide. Donc ce guide-là nous a dit, écoutez, je vais vous emmener, vous allez voir, vous allez visiter avec moi certains endroits, et puis vous raconterez ce que vous voyez. Et une des premières expériences, ça a été tout d'un coup d'entendre la voix de ce guide qui me disait « mais approche-toi d'un endroit ». Donc j'allais vers cet endroit, dans mon corps astral, et je voyais des personnes qui étaient en cercle. Elles étaient décédées, et je l'ai compris par la suite. Et au milieu de leur cercle, tout d'un coup, j'ai vu apparaître comme une espèce de brume. Et cette brume est devenue de plus en plus concrète, c'est devenu la silhouette, et puis le visage d'une femme âgée, souriante, mais qui avait l'air fatiguée, et qui était accueillie par tout ce groupe, comme une naissance, quoi. Ils avaient l'air contents de la trouver, et elle avait l'air contente de les voir. Et bon, moi, c'était les premières expériences, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, à quoi ça correspond? Et à ce moment-là, j'ai retrouvé mon guide qui m'a expliqué et qui m'a dit, mais cette personne vient de mourir à la Terre d'une maladie, et elle est accueillie par tous les êtres qu'elle a connus qui sont morts avant elle, et qui se présentent à elle sous la forme avec laquelle elle les a connus, avec les vêtements, le physique avec lequel elle les a connus, et qui sont venus l'accueillir comme une naissance. Et il dit, sur ces plans-là, c'est inversé. Par exemple, une naissance qui va nous réjouir sur Terre, c'est un départ de ces mondes-là. C'est une entité qui quitte des amis, qui quitte des gens qu'elle aime, et puis qui s'en va vers un peu une inconnue et quelque chose de pas toujours facile. L'incarnation sur Terre. Et par contre, la mort, c'est vraiment au contraire. Les personnes qui sont mortes avant elle viennent l'accueillir, comme une naissance. Donc c'était un beau moment, quoi. En fait, c'est là où on s'aperçoit que bon, naissance-mort, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. La vie continue toujours. C'est une évidence que après les voyages ou avec les voyages hors du corps physique, à ce moment-là, on peut aller où on veut. On peut aller dans n'importe quelle dimension, mais aussi sur n'importe quelle planète. Si on est accueilli, si on est autorisé à y aller. Donc c'est ce qui m'est arrivé, et notamment, bon, moi j'ai une connexion forte avec la planète Vénus, mais toutes les planètes du système solaire sont habitées, et même hors système solaire, mais sur d'autres vibrations. C'est comme si, en fait, si vous vouliez, une personne d'un monde à 2 dimensions arrivait sur la planète Terre, avec ses instruments de 2 dimensions, et il y a des choses qu'elle ne pourrait pas capter. Concernant les Vénusiens, tu as l'occasion de me dire que, s'ils le souhaitent, ils peuvent se matérialiser selon certaines circonstances. Ont-ils, eux, des vaisseaux spatiaux qui leur permettent de voyager, ou le font-ils juste par la pensée? Non, eux ont des vaisseaux spatiaux qui leur permettent de voyager à la vitesse de la lumière, de la pensée, de ce qu'on veut, quoi, en fait. Et concernant Mars, il y a la plaine de Sidonia, où il y a donc on peut voir à l'œil nu ces visages, ces pyramides. On distingue bien ce qui pourrait paraître être une ville, des ruines ou pas. Alors ça, c'est aussi une question. Il y a des restes d'anciennes civilisations. Hein. D'accord. Et là, toutes les planètes du système solaire sont passées à un autre niveau vibratoire. Donc c'est un peu comme si on comparait, disons, notre vie, nous, sur Terre, et puis les fantômes, ou les êtres désincarnés, qui ont une vie sur un autre plan plus subtil. Mais qui sont là imbriqués avec nous, qui peuvent nous traverser sans qu'on les voit. Donc quand on arrive sur une planète, on peut très bien voir un désert ou ne rien voir du tout, parce que la planète dans son ensemble est passée sur un autre niveau. Vibratoire. À partir du moment où nous, on est sur ce même plan, on verra de la même façon. Alors, ou alors on aura des instruments assez subtils pour le voir, quoi. Qu'est-ce qui fait que l'on voit ces pyramides, Parce que c'est des restes d'anciennes civilisations aussi. Qui sont au même niveau que nous maintenant. Qui sont visibles avec nos appareils. Qui étaient au même niveau. Et qui sont visibles avec nos appareils qui sont construits pour voir à la même vibration que nos yeux, que... C'est une question de longueur d'onde. C'est 3e dimension. Comment est-ce qu'on peut se dire qu'on est les seuls sur Terre
Et parmi toutes les galaxies, toutes les étoiles, toutes les planètes, à porter la vie, quoi, enfin, ou à être vivant, ou à vivre. Comment est-ce qu'on peut aussi se dire ça, quoi, je veux dire, qu'on les voit pas. De toute façon, c'est une inconséquence de pouvoir se dire, eh ben non, on est les seuls à vivre sur Terre, quoi. Nous sommes les seuls et les uniques, on est le centre du monde, quoi, de la galaxie, des mondes. Vous vous rendez compte? Déjà rien que ça, c'est ridicule. Alors nous, avec nos instruments de 3 dimensions, on arrive sur une autre planète, on dit « Ah, ben elle est morte » ou « Il n'y a rien, il n'y a pas de vie ». Ben forcément, parce qu'on n'a aucun instrument capable de voir ce qui peut se passer sur une planète qui est déjà dans la 5e dimension, dans la 6e, dans plein d'autres dimensions. Vous vous rendez compte qu'on est seulement sur la 3e dimension. C'est-à-dire c'est pas grand-chose quand même. Et que ça correspond en fait à l'ouverture de nos chakras et que des dimensions, il y en a énormément. 3 dimensions, c'est quoi? Longueur, largeur, profondeur. C'est rien. Là, on est en train de passer 4e, 5e, parce qu'on va capter la distance, le temps, comme quand je suis en voyage astral. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes vont commencer à capter ce qui se passe ou à vivre ce que moi je vis en voyage astral. Elles vont le vivre quand elles seront dans la 5e dimension. On a vu toujours les êtres de l'espace comme des espèces de monstres, des trucs métalliques ou des mangeurs d'hommes ou des conquérants. Vous pensez bien que s'il y avait une conquête à faire, ben ça fait longtemps qu'elle aurait été faite. C'est-à-dire que si les êtres de l'espace, avec leur technologie, devaient conquérir la planète Terre, ça fait longtemps que cette planète serait conquise. Ça n'empêche pas qu'il y ait des êtres qui viennent sur Terre en se disant, ben comme les humains ont fait avec les colonies, hein, en se disant, ah ben là, il y a un bon groupe de personnes qui vont pouvoir être à notre service, et puis il y a une Terre qui a l'air potable et qui est enviée par beaucoup d'êtres de l'espace, parce qu'elle a beaucoup de diversité. Et puis après, il y a des êtres qui, eux, sont des observateurs, qui regardent, qui ne connaissent pas forcément les émotions, mais qui étudient celles des humains, qui observent, quoi, en fait. Et puis après, il y a des êtres qui ont pris sous protectorat la Terre, comme les Vénusiens, par exemple, qui sont comme les grands frères, grandes sœurs de la planète Terre. Parce qu'eux, ils sont passés aussi par des moments de leur civilisation qui correspondent un peu à ce que vit la Terre. Et parce qu'ils ont envie que la Terre retrouve sa puissance. Jean-Charles Duboc est un ancien commandant de bord sur avion civil. Il a croisé un ovni en vol au-dessus de Paris en 1994 et il a témoigné ensuite, ce qui est rare. Le steward qui était dans le poste, la copilote, puis moi-même avons vu un objet absolument énorme passer devant nous et s'arrêter à 25 nautiques de notre position. Il avait une dimension de 2 à 300 mètres, comme une espèce de très grosse lentille rouge sombre avec des bords flous. Nous l'avons observé à peu près entre 1 et 2 minutes. Nous l'avons vu devenir transparent et disparaître. J'ai vu, et mon coéquipier également, quelque chose qui nous a évidemment interpellés et qui ne correspond toujours pas, moi, à l'état actuel de mes connaissances aéronautiques, quelque chose auquel je puisse donner une explication. Je dirais un objet lumineux qui se déplaçait alternativement entre le chasseur et la cible. Je voyais ça un peu comme un fuselage d'avion de ligne avec des hublots, un peu des lumières, une grande lumière intérieure. Et à chaque fois qu'on se dirigeait sur lui, ça partait, je disais, mais vitesse de l'éclair, quoi. Hein. Et hop, ça revenait, boum, et comme quelque chose qui observe, qui vient nous voir, etc. Donc ça s'est passé 4 fois. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop parce que c'était des coups, je dirais, à passer en conseil médical, avoir une... Alors comme dans nos visites médicales, il y a le côté physique et le côté psychologique. Bon, l'ambiance à l'époque, c'était plutôt de garder ça sous le coude parce qu'on aurait pu passer pour un délicieux farfelu, quoi. J'ai un tas de collègues qui me disent « Attends, mais moi aussi j'en ai vu. » Je dis « Pourquoi tu parles pas ?» Je ne vais pas passer pour un délicieux farfelu. C'est pas des choses qu'on puisse raconter tous les jours, puisqu'il y a des gens, ça peut briser leur carrière, ça peut déclencher des attitudes de moquerie. Le fait est qu'ils sont venus sur notre planète pendant des milliers d'années. Nous avons une longue histoire avec les ovnis. Et bien sûr, il y a eu beaucoup plus d'activités durant les dernières décennies, depuis l'invention de la bombe atomique, et ils sont très préoccupés par cela et par le fait que nous puissions l'utiliser à nouveau, et parce que le cosmos est une unité et que cela ne nous affecte pas seulement nous. Aucun scientifique sérieux n'a jamais confirmé publiquement des preuves d'une rencontre avec des extraterrestres. Pourquoi les scientifiques ne confirmeraient-ils pas les faits s'ils existent?
Même s'ils ne font que 10% des recherches que j'ai effectuées au cours des 8 années écoulées, ils devraient être aussi convaincus que moi. Cela peut leur prendre un peu plus longtemps s'ils n'ont pas de formation militaire, mais il existe tant d'ouvrages merveilleux qui relatent ces histoires et qui ont été authentifiés. Lorsque j'étais ministre, je recevais des comptes rendus d'observation, et lorsque nous le vérifions, à peu près 80%, 8 sur 10, n'étaient pas réels. Mais il restait 15 à 20% pour lesquels il n'y avait aucune explication, et il s'agissait d'authentiques objets volants non identifiés. Une des conférences auxquelles j'ai assisté, c'était à Las Vegas, par un gars qui avait écrit un livre sur les accidents, et il en avait des douzaines et des douzaines, et beaucoup d'entre eux étaient très bien authentifiés, si bien qu'il était impossible de lire ces preuves et de ne pas arriver à la conclusion que ces véhicules étaient bien réels. Un jour, on m'a montré, mon guide m'a montré la Terre. J'étais en décorporation, la Terre vue de loin, et il me dit « La Terre est la seule fausse note, est considérée comme la seule fausse note de notre système solaire. En plus, c'est la seule planète qui n'a pas de contact officiel avec les autres planètes. Toutes les autres planètes entre elles ont des contacts officiels. Mais c'est sûr aussi que s'ils apparaissent tout d'un coup et que tout le monde a dans la tête le film des envahisseurs, c'est pas la peine. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va aller contre, il va y avoir une peur panique et puis ça fera l'effet inverse de ce qu'il pourrait y avoir. Donc il y a aussi des contacts et des vrais contacts avec des êtres qui ont du respect pour l'humain. En même temps, il faut dire que l'humain ne peut pas réveiller beaucoup de respect parce qu'il se bat tout le temps. Il tue les autres règnes, il se nourrit des autres règnes. Enfin, je veux dire, il est considéré comme un homme préhistorique de la part de certains êtres de l'espace, ou comme au jardin d'enfants. Les plus sympathiques disent au jardin d'enfants, les autres disent, bon, on se croirait à la préhistoire. Bon, je veux dire, ils ont donné à Tesla, qui était un des leurs aussi, des communications extrêmement importantes. Mais regardez ce que les hommes ont fait de Tesla et de ses inventions. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après sa mort, les mystères entourant Tesla demeurent entiers. Il peut voir chaque élément d'une invention, les assembler, en vérifier le fonctionnement, y apporter des correctifs, et tout ce processus se déroule dans sa tête, même pendant qu'il dort. We must be able to transmit scenes from other places over long distances. Pictures, the news, energy, and why not matter too? Now we must liberate thought. We must set it free of limitations that space and time impose on it, and yet keep its principal characteristics. Now and in future centuries. En 1898, alors que Tesla peaufine son brevet sur la transmission de la radio sans fil, son laboratoire brûle mystérieusement. L'incendie réduit en cendres le labeur de milliers d'heures de travail, ramenant l'inventeur des années en arrière et lui coûtant personnellement plus d'1 million de dollars. Tesla est horrifié par l'étendue des dommages, mais comme il est un homme qui ne s'avoue pas facilement vaincu, il reprend ses recherches à zéro, secondé dans cette tâche par ses remarquables habiletés mentales. Tesla a été traité de fou parce qu'il disait pouvoir générer de l'électricité sans carburant, sans énergie solaire et sans énergie éolienne. Et il le pouvait. C'était bien sûr quelque chose que les compagnies pétrolières voulaient empêcher à tout prix. Tesla était aussi capable de transmettre de l'énergie électrique sans fil à travers l'atmosphère. Morgan a mis fin au projet lorsque les conséquences commerciales sont apparues. Nous avions l'électricité, mais les gens pauvres n'en disposaient pas. Tesla avait constaté que le monde était divisé en deux, ceux qui avaient accès à l'électricité et ceux qui n'y avaient pas accès, et il voulait que tous sans exception reçoivent l'électricité en cadeau. Même si à la fin Morgan a coupé les fonds pour le projet de la tour Wardenclyffe, je pense que ce projet n'a pas été stoppé par manque d'argent. Tesla y a mis fin parce que ses idées pouvaient servir à des fins militaires. Il pouvait montrer au monde entier comment avoir de l'énergie sans dépenser, sans être obligé de travailler ou de souffrir pour essayer de payer de l'électricité, le gaz, les machins, enfin tout ce qu'on est en train de faire, quoi, et qui est ridicule. Je veux dire, on a une technologie sur Terre ridicule, disons officiellement, parce que officieusement, la technologie est bien plus avancée. Seulement, c'est toujours les mêmes qui la gardent, cette technologie. Et quand il y a des chercheurs qui ont trouvé autre chose, en général, ou on les supprime, ou on achète leurs inventions. Donc, qu'on ne dise pas que ça sert qu'à l'armée. D'accord, à l'armée, on le voit, mais ça sert à plein d'autres choses, toutes ces technologies.
Mais comme un laser, ça peut tuer, ça peut guérir, ça dépend comment on s'en sert. Le laser, les microprocesseurs, les ordinateurs, enfin, il y a des tas de possibilités, mais surtout tout ce qui est énergie libre. C'est ça qui est extraordinaire, parce que je veux dire, il n'y a pas besoin de monnayer, mais il y a des êtres qui, sur Terre, ne vont pas lâcher le morceau, parce que c'est ce qui les fait vivre, et que ça leur rapporte beaucoup. Même au niveau de la santé, il y a le son et la lumière, par exemple, les soins esséniens, ce sont des soins qui ont été amenés par ces autres planètes. Parce qu'on travaille avec la lumière, parce qu'on travaille avec le son. Il y a des échanges qui sont absolument extraordinaires, mais après, l'humain va s'en servir à sa façon. Et comme pour l'instant, l'humain est encore cloisonné dans le pouvoir, l'argent, comment je vais ramasser le plus, travailler le moins et faire travailler les autres, eh ben on en est toujours au même point, quoi. Mais ça va changer. Alors déjà, sur tous les grands lieux, aucune des pyramides, évidemment, n'a servi de tombeau comme on l'a... Bon, maintenant, je pense que l'histoire le dit aussi, ou l'archéologie en tout cas. Là, nous voyons encore les pyramides vues du haut et nous allons voir que ça va beaucoup plus loin puisque nous obtenons cela. Le diamètre des deux cercles réalise 1000 mètres 0,000 et la circonférence nous donne bien évidemment le nombre pi. Ce qu'il faut concevoir, c'est que le hasard peut rentrer dans une formule comme cela. 1, 2, 3, 10, 100. Ça ne peut plus être le hasard. À ce moment-là, c'est une pensée profonde qui nous dépasse réellement, où il faut aller chercher autre chose, c'est-à-dire non pas une science à titre expérimental comme celle que nous exploitons couramment, mais une science d'ordre spatial. Les pyramides, ce sont vraiment des lieux de transfert d'énergie. Donc des lieux où étaient gardés, à l'époque de l'Atlantide par exemple, dans les pyramides, il y avait des instruments de haute précision qui ont été enfermés aussi pour que ça ne serve pas à des personnes qui n'auraient pas su s'en servir. C'est comme des moteurs puissants, c'est comme des dynamisateurs puissants. Donc tous ces monuments-là, ce sont des monuments qui servent, je veux dire, qui sont aussi des points d'acupuncture. Il y a des pyramides qui sont dans la terre, aussi qui servent de point d'acupuncture sur tous les grands axes et les grandes veines de la Terre. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, qui ont été mis par des êtres d'autres planètes. La Terre a toujours été en connexion avec les autres planètes. Et le grand corps de la Terre a attendu que ses habitants veuillent bien évoluer. Donc c'est pour ça qu'elle était en retard par rapport aux autres planètes. Mais maintenant, elle va reprendre sa place et les habitants vont suivre ou pas. Pourquoi est-ce que les extraterrestres n'interviennent pas officiellement ? Alors d'une part, c'est parce que pour l'instant, ça créerait des vents de panique et puis qui seraient poursuivis, que ça servirait plus aux forces négatives, disons, qu'au contraire à aider la planète. Par contre, donc dans l'influence que doivent avoir les êtres de l'espace qui ne veulent pas conquérir la planète ont des lois, c'est-à-dire une loi de non-ingérence. Ça ne veut pas dire de non-intervention. Ils interviennent. Quand il y a eu Tchernobyl, quand il y a eu Fukushima, ils sont intervenus. Dès qu'il y a quelque chose de nucléaire, de toute façon, il n'y aura jamais de guerre nucléaire totale sur Terre, parce que dès qu'il y a du nucléaire, ça peut toucher leur planète. Ça peut toucher toutes les autres planètes. Et donc ça, ils ne le veulent pas. Nous passons trop de temps à nous combattre, nous dépensons trop d'argent dans les dépenses militaires, et pas assez à nourrir les pauvres et à nous occuper des sans-abri et des malades, et que nous polluons notre air et que nous faisons joujou avec des armes exotiques, thermonucléaires et nucléaires, qui ont des effets si dévastateurs, à la fois sur la Terre et sur d'autres régions du cosmos. Ils ne veulent pas nous dire comment diriger nos affaires, ils ont accepté le fait que c'est notre planète et que nous avons le droit de la diriger. Mais ils sont très préoccupés. Ils ne pensent pas que nous soyons de bons gestionnaires de notre planète. Nous déboisons nos forêts, nous polluons nos rivières et nos lacs, et nous rejetons nos déchets dans les océans, et nous faisons toutes sortes de choses qui ne sont pas ce que de bons gestionnaires devraient faire. Ils n'aiment pas cela, et nous l'ont bien fait comprendre ces derniers temps. Ils n'aiment pas cela, et c'est la raison pour laquelle ils aimeraient travailler avec nous, pour nous apprendre d'autres façons de faire, mais seulement, je pense, avec notre consentement. Mais ils n'ont pas le droit
d'interférer sur le développement. Pourquoi? Parce que si on force des consciences dans tel ou tel sens, la loi de l'équilibre universel n'est pas respectée. Donc, ils aident, ils sont là comme des grands guides, comme des grands frères, c'est pour ça qu'on les appelle aussi les frères de l'espace, parce qu'ils sont là pour nous guider, pour nous aider, mais ils ne doivent pas interférer avec le développement de la planète. Par contre, lorsqu'il y a un grave danger, eh bien, ils interviennent pour minimiser. Je ne dis pas supprimer, ils n'ont pas le droit, mais minimiser. C'est-à-dire que lorsque l'homme crée quelque chose qui est trop dangereux, ils vont atténuer dans une certaine proportion la dangerosité. Elles interviennent, mais elles n'interviendront pas de force. Par contre, les planètes qui, elles, veulent conquérir la planète Terre, ou qui ont une vue, disons, de conquérance sur la planète Terre, elles ne se gênent pas pour pouvoir utiliser la force. C'est tout. Il y a des lois de non-ingérence. Non-ingérence, ça veut dire on laisse les habitants faire ce qu'ils ont à faire. On n'intervient que quand ça risque de toucher nos planètes. Si toutes les personnes, enfin, ou si une partie des personnes de la Terre ont à un moment donné ouvert la porte, à ce moment-là, ils peuvent intervenir. Alors ça peut donner le vertige, mais en même temps, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions intellectuellement. C'est-à-dire, il faut expanser, c'est-à-dire se dire tout est possible, toutes les dimensions sont possibles, qu'est-ce qu'on va y découvrir? Je pense que, enfin, ce que me disent toujours les êtres, et c'est ce que je répète souvent, donc vous avez dû déjà l'entendre des tas de fois, mais c'est qu'il y a autant de différences entre la préhistoire et maintenant qu'entre maintenant et ce qui va se passer dans quelque temps. Donc, cette ouverture qui est en train de se faire, cette nouvelle planète qui est en train de se créer, cette nouvelle Terre, donc on ne peut même pas l'imaginer et ça n'a pas d'importance. On imagine pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, on reconstruit, enfin on construit une nouvelle Terre avec d'autres paramètres, mais sont déversés sur Terre toujours et continuellement depuis 2012 en plus grande quantité, des énergies qui permettent de changer, de modifier notre ADN. Il y a des entités aussi, des enfants, des tout petits, qui arrivent avec un ADN déjà modifié. Ce qui veut dire que cette compréhension qu'on n'a pas encore, on est en train de l'acquérir. Par exemple, avant, quand on parlait de voyage astral, moi quand j'ai commencé à parler de voyage astral, c'était vraiment... je me dis, mais comment je vais arriver à expliquer cette dimension-là? Maintenant, ce mot-là, ça ne veut pas dire que les gens le comprennent bien, mais ce mot-là, on en parle. Bon, l'après-vie, le voyage astral, etc. Des mots dont on ne parlait que dans des sociétés ésotériques il y a 15 ans, par exemple. Donc ça change. Et là, on est en train de changer et notre ADN se modifie, ce qui fait que la compréhension aussi se modifie. Et que ce qui nous paraissait impensable ou inimaginable 1 an, 2 ans avant, va devenir quelque chose d'évident après. La Terre, la planète entière est en train d'aller vers une autre dimension, donc vers la 5e dimension, en passant par la 4e bien entendu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens commencent maintenant, il n'y a jamais eu autant de communication avec le peuple animal, il n'y a jamais eu autant de communication tout court. Les channels avant, quand une personne entendait des voix, elle était en hôpital psychiatrique, maintenant, ben non... C'est extraordinaire, je veux dire, il y en a plein partout, tout le monde entend quelque chose. Alors, ce que je dis toujours, c'est que je ne parle pas de la qualité de ce que la personne entend, parce que ça dépend de son niveau, ça dépend de ce qu'elle capte. Mais en tout cas, les gens captent beaucoup plus. Les gens développent des sens subtils au niveau des soins, au niveau du toucher. Sur leurs appareils photo, ils commencent à voir des orbes, ils commencent à voir des entités. Là, sur notre site, par exemple, on a une newsletter où on met les photos insolites. Il y a des photos qui sont incroyables, je veux dire, où on voit des entités de lumière, où on voit des visages, des formes. Disons, la barrière entre les mondes invisibles et le monde physique est en train petit à petit de s'amenuiser. Et on a de plus en plus de contacts avec les invisibles. Il y a à nouveau des contacts avec les êtres de la nature, les gnomes, les lutins, les fées, qui avant étaient relégués au rang des contes de fées. Maintenant, à nouveau, il y a des contacts. Donc c'est extraordinaire. Donc on ne peut pas dire qu'on ne voit pas, on recommence à nouveau à ouvrir les sens subtils. On est en train de découvrir, même en physique quantique, d'autres lois qui font qu'on n'a plus les mêmes règles. Alors les personnes qui continuent à penser comme dans l'ancien temps, enfin pas dans l'ancien temps, dans notre ère industrielle, disons,
qui a créé, enfin qui a certainement été intéressante, mais qui a créé beaucoup de dégâts sur les plans subtils et de problématiques subtiles. Disons que les personnes sont en train de s'apercevoir qu'effectivement, il y a d'autres choses qui existent. D'ailleurs, quand on parle des rayons X, quand on parle de l'air, quand on parle de tas de matières au niveau physique qu'on ne voit pas, on croit bien que ça existe. Donc, il n'y a pas de raison que le reste n'existe pas non plus. Et quand nous, on montre à nos étudiants les particules de prana qui permettent la respiration subtile, qui nourrissent le corps complètement et tous les corps subtils en même temps, ben, ils se disent « Ah mais oui, c'est des choses qu'on voyait, mais on ne savait pas ce que c'était » ou qu'on ne voyait pas simplement parce qu'on n'y faisait pas attention. Et maintenant qu'on y fait attention, on les voit tout le temps. On les voit quand on veut. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand on ne croit pas à quelque chose, quand on n'en a jamais entendu parler, quand on n'imagine même pas que ça existe, ou quand on ne laisse pas la possibilité que ça existe, eh bien, ça n'existe pas pour la personne. À partir du moment où on va commencer à croire en quelque chose, ou à penser, ou à supposer, au moins à laisser la porte ouverte, en se disant « ça peut exister », à ce moment-là, les communications arrivent. Et ça commence à exister pour la personne. Pour moi, alors je ne suis pas un médium, donc je veux dire, je n'ai pas envie de parler de date. Et puis, je sais que le futur, c'est toujours une probabilité, ce qui veut dire que bon, on le construit, nous. Si tout d'un coup, suffisamment de personnes dans la population mondiale se réveillent et sortent de la matrice, à ce moment-là, mais tout le reste va suivre. Et ce n'est pas une majorité qui a besoin de se réveiller. Une minorité suffit, comme dans toutes les révolutions, intérieures ou extérieures, pour faire basculer le reste. Et là, on en est presque là. Maintenant, question de temps, par exemple, en 2012, les personnes ont été déçues en se disant « Oh, il ne s'est rien passé, c'est dommage ». Il s'est passé plein de choses. Et intérieurement, on a commencé à capter de nouvelles dimensions, on a commencé à comprendre, à vibrer d'une façon différente, à être en connexion avec des mondes différents, avec des mondes plus subtils, d'une façon plus intense. Et puis à comprendre à l'intérieur de nous aussi des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Il y a eu des révolutions intérieures importantes à ce moment-là qui continuent. Donc je veux dire, c'est déjà en bouleversement, c'est déjà en changement. Donc on ne peut pas dire quand est-ce que ça va arriver, c'est déjà en train de se faire. Et ça va continuer à se faire, on ne va pas attendre des décennies, on voit déjà des changements. Il y a des personnes qui pensent que le monde est en train de s'écrouler. C'est sûr, le monde s'écroule, un vieux monde est en train de s'écrouler. Comme toutes les vieilles civilisations, à un moment donné, il y a la mort d'une civilisation pour l'émergence d'autre chose. À la question « l'Atlantide a-t-elle réellement existé ?», Platon ne répond ni oui ni non. Il se contente d'en parler comme d'une réalité et en donne une description extrêmement détaillée, celle d'une île entourée d'anneaux concentriques de terre et d'eau, avec des canaux pour laisser passer les bateaux. Certains ont supposé que quelques Atlantes auraient survécu au cataclysme et que les flots les auraient emportés vers de lointains rivages. Ils auraient ainsi eu l'occasion de léguer leur fabuleux savoir à des civilisations naissantes. Pour les tenants de cette thèse, les prodigieux monuments de l'ancienne Égypte constituent une preuve irréfutable. Comment, se demande-t-il, une civilisation encore balbutiante aurait-elle pu tout à coup commencer à construire de telles merveilles? Comment les Égyptiens auraient-ils pu maîtriser des calculs mathématiques complexes ou tailler des angles aussi parfaits avec des outils de bronze? Leur réponse est simple, parce qu'on les a aidés. Donc si on est attaché à de vieilles structures, à un vieux fonctionnement, à des façons de penser, à des croyances anciennes, à ce moment-là, le monde s'écroule. On a l'impression qu'on est en train de mourir. Et il y a d'ailleurs des personnes qui meurent parce qu'elles ne supportent pas tous ces changements. C'est trop difficile. Mais pendant ce temps, il y en a qui s'aperçoivent que pourquoi il y a des choses qui meurent, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de naître. C'est tout le temps, la vie, c'est toujours ça. C'est pas la mort du monde, c'est la mort d'un monde et la naissance d'un autre monde. C'est pas facile, toute transition est difficile, c'est toujours un peu inconfortable. Donc on rampe, et puis au bout il y a la lumière. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Quand je suis en contact avec des êtres comme mon guide par exemple, mais c'est vrai que la première fois et les autres fois où je le rencontre, mais la première fois,
il y a une telle paix qui émane de cet être-là qu'on se sent parfaitement bien. C'est comme si on était à ce moment-là pas du tout hypnotisé, on ne perd pas notre pouvoir, on ne perd pas nos fonctions, mais on a cette sensation tout d'un coup d'être chez nous, d'être compris, d'être bien, et quelquefois de même pas avoir de questions à poser. Parce que c'est une évidence, quoi. Tout est clair, c'est comme tout était juste. Tout était posé là où il faut. Et quand je rencontre des êtres d'autres planètes qui, effectivement, donc, ont un autre type d'évolution, comme des frères vénusiens ou des sœurs, à ce moment-là, cette même sensation de reconnexion, on a l'impression qu'en fait, l'humain, nous, en tant qu'humains, ou quand on s'incarne sur Terre, en tout cas, on complique beaucoup les choses et que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on veut nous faire croire. Ou que ce qu'on croit, en fait, hein. Parce que je veux dire, bon, nous faire croire, on ne peut pas mettre la faute sur qui que ce soit. Je veux dire, nous, tout seul, on est bien capable de s'ennuyer tout seul, quoi. Je m'étais aperçue à un moment donné que mes pensées et mon état d'être changeaient complètement mes vibrations et donc me permettaient d'accéder à un monde ou à un autre. Parce qu'en fait, le monde que nous voyons, correspond complètement à ce que nous sommes, nous, à l'intérieur. Et si on est deux personnes côte à côte, on pourra décrire le monde et on ne verra pas la même chose. Parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, parce qu'on n'a pas les mêmes pensées, parce qu'on ne vit pas de la même façon. Donc on vit dans des mondes différents. Il n'y a que l'énergie cœur qui peut nous permettre de nous comprendre. Mais en dehors de ça, il y a incommunicabilité quelque part, parce qu'on est tous dans notre monde. Et ce monde, souvent, n'est pas objectif. Il correspond à ce que nous sommes. Et donc, ce que j'ai vécu sur les plans subtils, évidemment, se retrouve sur le plan physique. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, mais à un moment donné, mais c'est terrible. Alors je me suis dit, mais dans le plan physique, les gens ne voient pas quand ils émettent des pensées, mais ces pensées, elles prennent corps autour d'eux. Et c'est ce que les Esséniens, il y a 2000 ans, appelaient entité maladie et forme pensée. Parce que pour eux, c'était quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire, ils disaient, la maladie ne vient pas de l'extérieur, elle vient d'abord des portes que nous ouvrons en nous et qui permettent à ce qu'on appelle les entités, ou à ce qu'eux appelaient les entités maladies, et qu'on appelle aujourd'hui dans nos cours les entités maladies, de venir se greffer justement sur les pensées qu'on émet. Moi, je crois en le fait qu'on attire à nous ce qui émane de nous. Si je vibre la disharmonie, il y a plus de chances que j'attire des choses disharmonieuses dans ma vie. Et ces choses seront quelque part le reflet de ce que je suis moi-même, effectivement. Ça, je crois qu'on peut le dire. Et je crois qu'on peut surtout l'expérimenter, parce qu'à un moment donné, il y a les croyances et puis il y a ce qu'on vit. Et dans ma pratique, une fois qu'on commence vraiment à observer les choses, on voit que si on n'a pas réglé quelque chose, on risque de l'attirer, comme des situations récurrentes qui reviennent, toujours le même type de confrontation avec les gens, de choses qui nous sont dites. Hein. Et par contre, une fois qu'on a lâché prise, qu'on a guéri la cause qui finalement se manifestait en tant que conséquence à l'extérieur, elle ne se manifeste plus. Parce que le monde des causes est toujours en nous, le monde extérieur est le monde des conséquences. Si je guéris la cause, la conséquence ne se manifeste plus, effectivement. Et le problème, c'est que la personne, quand elle a peur, elle va vibrer la peur. Et elle va tirer des circonstances qui lui donneront raison d'avoir eu peur. Elle va dire « Ah ben j'avais raison d'avoir peur puisque ça s'est manifesté » sans savoir que c'est elle qui a produit la chose, qui l'a attirée. Alors qu'effectivement, si on a peur, il faut aller voir pourquoi on a peur. On a souffert du manque quand on était plus jeune. Peut-être qu'on a hérité de mémoire aussi au niveau du manque. Nos ancêtres ont manqué et puis on a hérité de cela. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a hérité ou qu'on a vécu ça dans l'enfance qu'on doit vivre avec toute sa vie et qu'on doit attendre que ça se compense à l'extérieur pour ne plus être dans cette sensation de manque. Souvent, les gens, justement, attendent que ça change à l'extérieur pour être dans le bonheur, dans la joie. Et du coup, ils conditionnent leur état d'être aux circonstances extérieures. Et ils perdent leur pouvoir. Ils donnent leur pouvoir au monde extérieur aux autres. Dans la méditation, dans la voie spirituelle en général, on va se réapproprier notre pouvoir par la prise de notre responsabilité pleine et entière dans ce qu'on crée. Et on ne s'imagine pas, quand on est dans le plan physique, parce qu'on ne les voit pas, qu'à chaque fois qu'on émet une pensée, on crée un monde. Et je me souviens qu'il y a 2000 ans, dans les enseignements qui nous étaient donnés il y a 2000 ans, il y a des enseignants qui nous disaient « mais quand vous prononcez une parole, vous créez un monde. Quand vous prononcez une parole, vous créez un univers. Et sur ces univers, il y a des entités qui, elles, vont avoir une forme de vie comme vous avez une vie sur Terre. Et qui vont vivre dans des univers ou chaotiques ou au contraire harmonieux, selon ce que vous avez émis.
Donc nous sommes des créateurs. Si le fait de regarder et de s'attendre à trouver quelque chose, si c'est cela même qui crée la chose recherchée, qu'est-ce que tout cela signifie lorsque l'on sait que vous êtes conditionné à regarder votre corps, pour y chercher tous les jours ou toutes les semaines quelque chose qui ne va pas, à y chercher une anomalie, une grosseur, une décoloration. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas regarder. Ce que je veux dire, c'est que c'est votre état de conscience qui est important quand vous regardez. Les nouvelles découvertes suggèrent que le pouvoir de changer notre corps et notre monde est étroitement lié à ce que nous appelons croyance. Ce que nous croyons être vrai. Notre vie est étroitement liée à nos croyances sur le monde, nos croyances sur nous-mêmes, le monde, les autres, sur nos limitations et nos capacités. Neville, auteur du début du XXe siècle, a écrit un livre intitulé « Le pouvoir de la conscience ». Ce que dit Neville est que le pouvoir de nos croyances est un pouvoir infini contre lequel aucune force terrestre ne peut prévaloir. Et c'est extrêmement important de reprendre notre pouvoir. Et je pense que l'ère qui vient, une des choses extrêmement importantes, et c'est pour ça que nous consacrons beaucoup de temps aux pensées, aux formes pensées, ça va être la gestion, c'est-à-dire reprendre le pouvoir sur nos pensées, ne plus laisser inconsidérément nos pensées partir dans tous les sens, ne pas créer n'importe quoi comme pensée, mais au contraire apprendre, comme sur d'autres planètes, la gestion de nos pensées, c'est-à-dire redevenir maître en fait de nos pensées et de nos émotions. Et à ce moment-là, on va créer des mondes qui ne seront pas chaotiques. D'ailleurs, pour rentrer dans une 5e dimension, sur le plan astral par exemple, ne serait-ce que quand je suis en voyage astral, si je peux créer extrêmement vite, c'est-à-dire ce à quoi je vais penser va se créer. Et par exemple, si j'ai tout d'un coup peur d'une guerre ou de n'importe quoi, je vais créer la guerre. Donc si on rentre dans la 5e dimension sans apprendre à gérer nos pensées, on va créer des mondes chaotiques et redescendre dans une dimension inférieure, forcément. Donc alors maintenant, on va dire effectivement, est-ce qu'il faut ignorer complètement toutes les choses négatives? Non, pas du tout. Au contraire, quelqu'un d'informé est quelqu'un qui va être de plus en plus libre. Donc il faut absolument être informé, il faut agir, non pas réagir, mais agir. Mais on ne peut pas agir contre. Par exemple, quand on dit « je vais agir contre la faim dans le monde », à ce moment-là, on nourrit la faim dans le monde. Quand vous dites « j'agis pour que les gens aient suffisamment à manger », à ce moment-là, on agit. Alors, extérieurement, ça va sembler être la même chose. Intérieurement, c'est complètement différent. Et l'énergie déployée va être complètement différente. Ce qui veut dire que dans notre quotidien, on n'a pas à être contre quelque chose. Il faut qu'on regarde vers quoi on veut aller. Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on a envie de voir sur Terre ou sur une nouvelle Terre? Ce n'est pas le fait d'ignorer un enfant qui meurt de faim. Si on est là et si on a de l'argent à donner, ok, on le donne, ou de l'amour, ou de ce qu'on veut. Nous, on va en Afrique, on aide des personnes à retrouver la dignité en tant que guérisseurs, parce que en Afrique, au Mexique, dans tous les pays où on va, on retrouve justement les guérisseurs de ces pays-là parce qu'ils ont énormément de savoir, qui a été vraiment mis à zéro et leur dignité aussi a été mise à zéro parce que l'Occident, ou la médecine dite occidentale, a voulu montrer qu'elle était extraordinaire et que le reste ne valait rien. Mais ce qu'on veut leur montrer, c'est qu'ils ont de la valeur. Et justement, leur permettre de retrouver de la valeur, de retrouver leur dignité, c'est important. Donc, où que vous soyez, quoi qu'on fasse, quoi que vous fassiez, c'est bien de le faire. C'est pas ça le problème. Mais c'est important de ne pas le faire contre un gouvernement, contre quelque chose. Par contre, d'être informé, oui, et de le faire en conscience, en se disant, moi, qu'est-ce que j'ai envie de voir sur Terre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Terre tous les jours? Comment j'ai envie que mes enfants voient la planète? Comment j'ai envie qu'ils vivent? Donc, accepter de ne pas tout pouvoir faire. On n'est pas là pour sauver la planète. On est là déjà pour donner une énergie positive à notre environnement. Et ça, c'est important. Parce que si déjà autour de soi, on arrive à faire générer de l'amour, de la joie, en acceptant aussi de pouvoir être triste, accepter d'être ce qu'on est, tout simplement,
à ce moment-là, la planète va changer. Mais on ne va pas être le sauveur de la planète. Ce sont des titres qui n'ont plus lieu d'être. On n'a pas besoin de gourou, on n'a pas besoin de sauveur, on n'a pas besoin de suivre des instances, à nouveau de donner notre pouvoir à d'autres personnes. Et puis de se dire, ben oui, on est divin, on est tous divins. Mais cette divinité, voilà, réveillons-la. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire un voyage astral. Et ce que je dis souvent, c'est que tout le monde veut faire un voyage astral, personne ne veut mourir. C'est bizarre parce que c'est la même chose en fait. Hein. Et en plus, faire un voyage astral, ça veut dire quoi? Échapper au quotidien. On ne peut pas faire le voyage astral pour fuir, sinon il y a des dangers de toute façon. C'est de mal rentrer dans son corps physique. Mal rentrer dans son corps physique, ça peut aller de simple mal de tête jusqu'à la schizophrénie quand même. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça inconsidérément, mais à un moment donné, l'âme peut être appelée à le vivre. D'ailleurs, il y a des personnes qui le vivent parce qu'elles ont eu un accident, parce qu'elles ont eu une mort clinique, ou pour diverses raisons, et qui ont ramené de cet événement, même si elles ne l'ont vécu qu'une fois, une assurance que, que la mort n'existe pas déjà. Mais en même temps, on peut pas, effectivement, c'est important d'avoir de bonnes racines. C'est comme un arbre, plus vous voulez monter haut, plus il faut avoir de bonnes racines. Sinon, la moindre tempête, le moindre vent, et hop, on est déraciné, on est déstabilisé, on est mal, et à ce moment-là, ça ne sert à rien. Il ne faut pas s'arrêter à la capacité ou aux moyens en faisant un but. Et il y a des personnes qui vont vouloir faire un but du voyage astral, alors que pendant ce temps, leur vie passe et que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est le chemin. Parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, vont passer des années et des années à essayer de sortir de leur corps physique. Mais c'est quoi? C'est un moyen, comme un autre. Je veux dire, comme peut-être la médiumnité, comme on a de multiples moyens pour accéder à d'autres densités. Il y a des personnes qui, en méditation, vont avoir des expansions de conscience, ça sera différent. Mais je veux dire, on n'est pas un grand être parce qu'on fait un voyage astral. Méditation, évidemment, ça permet d'avoir une pause, d'être en relation avec soi, avec quelque chose en soi d'important. Moi, je conseille toujours effectivement prendre ce temps de pause quotidiennement. Mais en même temps, être dans l'instant présent, c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire que le mental, l'ego, qui sont toujours dans le passé, dans le futur, c'est-à-dire avec des regrets de ce qu'on a fait dans le passé ou de ce qu'on n'a pas fait, ou avec des peurs du futur, n'existe pas quand on est dans l'instant présent. Et à ce moment-là, on peut vraiment être là. Et c'est ça qui est important. C'est pas se dire, mes vies passées font que je suis malade aujourd'hui ou que j'ai tel comportement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui? C'est ça qui est important. Ou, qu'est-ce que je vais devenir dans le futur et j'ai peur? Ça n'a pas d'importance. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quotidiennement dans notre présent? Comment on agit dans tous les actes de notre vie, quoi, c'est ça. Et ça peut nous créer une reconnexion et d'avoir de bonnes racines, parce que dans nos milieux, par exemple spirituels, les personnes ont tendance à dire « on aimerait bien être ailleurs que là où elles sont, on aimerait bien connaître ci, connaître ça ». Donc le désir, c'est bien parce que ça fait avancer, mais en même temps, planter ses racines, se dire « ok, je suis là, je suis sur Terre, il y a une bonne raison et je suis là pour quelque chose ». Quelquefois, on peut avoir envie de fuir ce qu'on est et c'est important de s'accepter comme on est. C'est une des règles pour rentrer dans une autre dimension. Tant qu'on est en train de vouloir se raconter des histoires, de vouloir être autre chose que ce qu'on est et d'avoir peur de nos ombres, et à ce moment-là, on ne peut pas guérir. Et au lieu de guérir, à ce moment-là, on met des masques sur nos histoires et puis en fait, on continue de la même façon et on ne guérit jamais rien et on souffre toujours autant. Donc c'est important de pouvoir à un moment donné se dire « ok, je suis comme ça, j'accepte d'être comme ça, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Parce que tant que vous allez lutter contre vos ombres ou ne pas les regarder, elles vont toujours revenir à la surface jusqu'à ce qu'on les regarde. C'est comme un enfant à qui on a donné naissance, il est là, il nous embête, moins on le regarde et plus on le chasse et plus il va revenir parce qu'il a besoin d'être regardé. Il dit « regarde-moi et guéris-moi, guéris mon histoire ».
Et d'ailleurs, pourquoi le fait de passer dans une autre dimension, ça veut dire aussi de régler nos vieilles histoires par l'amour, par le grand transmutateur de notre cœur, pour pouvoir passer à autre chose que de tourner en rond autour de nos histoires, de nos blessures, de nos histoires de vie précédentes, de nos histoires d'enfance, de toutes nos problématiques, qui sont en fait importantes, mais tellement peu par rapport à tout ce qu'on peut découvrir.